Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La voici, la voilà, la patente à patte. Hier, dimanche 3 mai, j'ai officiellement upgradé. Non, me suis pas acheté un air fryer, j'avais déjà un, ni des bobettes man-made. Non, ça c'est notre Steph, scripteur, qui a fait ça. Changer sa vie. Mais j'ai upgradé d'1 an. J'ai eu 48 ans. Oh, applaudis pas tout de suite. Je me suis réveillé hier matin avec le même corps, la même femme à mes côtés, mais un chiffre qui pèse un petit peu plus lourd dans la balance. Puis je vais être honnête avec vous, je sais pas trop quoi faire de ce 48-là. C'est ton chiffre. Depuis hier, j'aime bien ce chiffre-là, je comprends. Là. Ben oui, je suis content de l'avoir, pas juste parce que c'est le chiffre de Daniel Brière, mais un peu quand même. Non, mais depuis hier, je reçois des messages magnifiques. On me dit, Pat, vieillir, c'est un privilège que plusieurs n'ont pas. Et ça, je le sais, je l'entends et je l'embrasse. Croyez-moi, je suis le premier à mordre dans la vie, à apprécier la chance inouïe que j'ai à chaque jour de me réveiller. Mais je regarde autour de moi, mes parents sont là, mes beaux-parents sont là, tout le monde pète le feu, mes boys grandissent bien, j'ai une famille en santé, un chien juste assez épais, des projets professionnels qui m'allument. Je suis un gars, on ne peut plus combler. Mais entre vous et moi, ce discours sur le beau privilège de vieillir, c'est aussi, pour moi, bien personnellement, une belle petite dose de bullshit. C'est comme mettre un ruban sur une boîte qui contient une vérité crue. Le temps va beaucoup trop vite. À 48 ans, là, j'atteins probablement la moitié de ma vie, si c'est pas déjà fait. Et cette moitié-là qui m'attend, celle qui s'en vient, c'est la moitié où les choses ne s'additionnent plus, elles se soustraient. Parce que la première moitié de ta vie, là, t'es en mode acquisition. T'apprends à devenir un être humain. T'affrontes l'adolescence. Tu cours après tes premiers contrats. Tu bâtis ta carrière, ta famille. Tu surfes sur ta vingtaine, ta trentaine, ta quarantaine avec l'impression que le moteur est éternel. Mais là, à 48 ans, je commence à regarder mon inventaire, tu sais. Puis ce que je vois, c'est que je vais tranquillement passer de la performance à la maintenance. Ouais. Moi, là, l'amoureux de l'action, je vais perdre de l'acuité, de la motricité. Pas là, mais éventuellement, c'est ce qui... c'est ce qui m'attend. Tu sais, mes vitesses de course, là, quand je m'entraîne, je battrai plus de record. Je vais ralentir. Même que mes genoux vont commencer à me dire « Hey, on est bas maudit quand on est assis, mon Pat. Puis je me dis « Oui, je le sais, Pat, tu vas grandir en sagesse. » Il y a des gens qui me disent « Tu vas avoir des gains émotifs. Peut-être même des petits-enfants un jour. » Je comprends. Je vous l'ai dit, je l'embrasse, cet aspect-là. C'est beau et c'est noble. Mais pour le petit cul de 20 ans qui vit encore en moi, l'idée de troquer ma vitesse contre la sagesse, c'est un deal un peu de boîte. Comme troquer une machette contre une pelle, pour ceux qui suivent le Survivor. Puis, il y a aussi cette fameuse grande affaire, la foutue chienne que j'ai depuis que je suis tout petit, cette peur viscérale de la mort. Et à chaque 3 mai qui passent, c'est comme si je faisais un pas de plus vers l'inévitable. Puis on a beau essayer de faire de l'humour avec ça, mais la réalité, c'est que je m'en approche, que je le veuille ou non. Puis tu sais, cette fameuse expression-là de la lumière au bout du tunnel, là, que tout le monde utilise et tout le monde parle, on dirait que depuis hier, il y a quelqu'un qui a décidé de jouer avec le démeux. Hein? L'intensité a comme augmenté d'un cran. Elle est un petit peu plus brillante, un petit peu plus présente. Puis moi, ma réaction naturelle, c'est de vouloir absolument vivre dans le déni le plus total. Parce que je me rappelle la fierté d'avoir 18, 20 ans. Puis et que j'avais hâte de rejoindre le monde des adultes, d'enfin pouvoir contrôler mes objectifs. Mais aujourd'hui, je l'ai le contrôle. Mais j'ai l'impression que c'est le temps qui a surtout pris le contrôle sur moi. Bon, il y a une petite chose qui me rassure. Quoi? J'ai fait un petit calcul hier. Entre 2 morceaux de gâteau. Si on mesurait la longueur de la vie
non pas en années, mais en nombre de mots prononcés, ah là, je torche! Je pense que j'aurais déjà 164 ans. Non, mais au débit où je parle, à l'énergie que je mets dans chaque syllabe depuis que je suis au monde, j'ai probablement déjà tout dit ce qu'un être humain normal dit en 3 existences au grand complet. Donc, j'ai au moins réussi à mélanger ça. Ben oui. Puis tu sais, hier, c'était une super belle journée, toute simple, mais avec mes personnes préf. C'était festif, plein d'amour. Mais au fond de moi, il y avait quand même cette petite note de mélancolie, un genre de petit deuil de l'invincibilité. Puis je trouve ça toujours un peu bizarre, plus je vieillis, de fêter le fait que j'ai une année de moins devant moi. Fait que ce matin, je commence ma 49e année. Pouh! 49! Ouch! Mais avec un mélange de gratitude immense et de révolte tranquille. Je vais continuer de réaliser mes rêves personnels, professionnels. Je vais continuer de mordre dans la vie plus que jamais, de rire, de crier, de parler trop vite aussi. Parce que tant qu'on n'a pas éteint la lumière, la fête continue. Mais, s'il vous plaît, si jamais vous croisez le responsable du dimmer, dites-y de plus toucher au petit bouton pour, mettons, les 10 prochaines années. Je suis bien correct avec l'éclairage qu'on a actuellement. Fait que la gang, on lâche pas, même si on vieillit. En fait, on lâche pas, surtout si on vieillit. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La voici, la voilà, la patente à patte. Bon! Les maudits ratons laveurs qui viennent fouiller dans mon bac à compost le soir. L'enfer. Ça va faire! L'enfer. Moi, là, je suis un gars généreux dans la vie. S'il venait juste grignoter 2-3 trognons de pommes, me faire un petit clin d'œil puis repartir, ça m'irait. Je suis comme un bon voisin qui dirait. Mais non! Ces écœurants-là, ils mangent pas, ils saccagent. Cochonne. Ils salopent tout. Mon bac à compost, là, c'est rendu qu'il passe plus de temps cul par-dessus tête que sur ses 2 roues. Vous comprenez? Il y a tellement de compost dans mon entrée quand je pars à beau milieu de la nuit que je pense que c'est comme si j'essaye de faire pousser des légumes sur mon asphalte. Puis c'est niaiseux, mais un bac à compost qui se fait renverser au sol avec la fougue d'un Hulk Hogan. Ben, Hulk Hogan, il y a une couple d'années, mettons, parce que là, lui-même, il est rendu du compost. Ah ben oui, Ben, ça fait du vacarme épouvantable. Ça sonne comme un coup de fusil en plein milieu de la nuit. Paclaou! Oui. Puis à chaque fois, je fais un saut 3 pieds dans mon lit. Je vérifie si je me suis pas fait tirer, j'ai pas d'orifice quelque part sur mon corps, ou s'il y a un transformateur qui a sauté quelque part sur la rue. Non! C'est juste un petit monsieur avec un petit masque à 4 pattes qui a décidé qu'il sacrait tout à terre pour se bourrer la face. Un petit voleur. Bon, je vais faire un petit peu de grossophobie de raton, j'avertis. Mais quand tu regardes la bête, on s'entend que il a pas faim. Non, c'est pas un petit animal errant qui cherche une croûte de pain Non, mais pour il y a des survivre. réserves. Il y a des Tu comprends? Non. C'est un cheval miniature, Ledge, qui s'attaque avec son petit masque de bandit. Il est gros, il est massif, il est musclé du cou. Pas le genre de raton que tu tutoies. Non. Tu le vois. Lui, c'est Monsieur Raton. Ah, ouais. Exact. Il y a des Hey, cris dans le référence cou. à Roi Lion. Monsieur Porc. Lui, tu lui demandes poliment s'il a terminé avant de commencer à ramasser. Ça va, monsieur? Vous êtes satisfait? Vous repasserez. Un raton de même, là, tu te fais pas un chapeau de Davy Croquette avec. Tu te fais une douillette pour un king. Tellement il est grossouillet. Puis le pire, c'est qu'il est pas tout seul. Ils se tiennent en gang, cette gang-là, comme une équipe de tournage qui arrive sur un plateau. Puis moi, d'habitude, je trouve ça beau. La solidarité, l'esprit de famille. Mais c'est moins poétique quand ça vient de faire du grabuge de même sur ton terrain. Ouais. C'est pas comme si il me payait un loyer ou s'il passait le râteau après avoir passé, tu comprends? Mais ce qui me fascine le plus, c'est leur habileté. Un raton, c'est d'une agilité déconcertante. Ils ont des petites pattes qui fonctionnent comme des petites mains humaines. Je suis convaincu que tu lui donnes un cube Rubik à mon monsieur le raton, là, puis lui, t'as fini ça en 2 minutes. Puis j'ai tout essayé. Hein. J'ai mis les élastiques robustes, là, les bungees sur mon bac. J'ai mis des poids. Rien à faire. Ils trouvent toujours... Ledge, ils tassent trouvent la roche, le moyen mettons. Ils sont de brillants. les enlever. Si j'avais participé à un escape room, là, un escape game, ben demain matin, c'est clair que j'appelle pas mes chums. Désolé à la gang ici en studio. Mais j'y vais avec un raton. Il va nous sortir de là avant même qu'on ait fini de lire les instructions. Pour vrai! Et puis d'ailleurs, on dit souvent rusé comme un renard. Moi, je m'excuse, mais les renards, je les trouve bien ordinaires à côté de mes ratons. Parce que mes ratons, ils pourraient braquer un casino à Vegas. Ils sont aussi rusés que Arsène Lupin. Une chance qu'ils ne regardent pas la TV. Je pense qu'ils trouveraient le moyen de pirater mon câble. Et parlons du compost un peu, là, avec le temps qui commence à faire de plus en plus beau et de plus en plus chaud. Ce qui est le fun quand tu fais chaud du compost, c'est que ça pue pas, hein, cette affaire-là. Non, pas du tout. Ça vient pas dégueulasse sans bon sens. Congélateur.
Mais j'espère que... attendant, Oui, mais Congélateur. ça, je comprends. Mais il y a un bout où il passe quand même une partie de la journée ou de la semaine à l'extérieur, dans ce bac brun qui attire la chaleur. C'est Fait sûr. que moi, quand je suis obligé de sortir ma pelle à 4 heures du matin, là, en venant ici, là, pour ramasser des légumes en décomposition un peu partout à côté du bac, mais savez-vous ce que j'ai envie de faire? Creuser encore plus creux pour creuser ma propre tombe. C'est là où je m'en vais. Le problème avec les ratons, c'est qu'ils savent qu'ils sont mignons. Ils savent qu'on les regarde puis qu'on les trouve charmants. Ils nous regardent avec les petites faces, le grands yeux entourés de noir puis de poils foncés. Puis on finit par faire « Oh! » Non, pas toi? T'es pas attendri du tout? Ben, ils me font ben trop peur. Ah oui, hein? Ben oui. Non, mais ça a un petit côté charmant de loin. Là, Ils sont beaux. Ben voilà. En peluche. Mais ils sont exactement comme des enfants. Ah. Ils font des bêtises monumentales, ils virent la maison à l'envers, mais il te faut une petite moue, puis t'oublies tout. Mais attention, j'adore les animaux. Hein? Moi, je suis le premier à m'arrêter là, dans un boisé pour observer un cerf de loin, espérer lui tendre une pomme qu'il vienne croquer dans ma main. Mais j'aime moins ceux qui cochonnent mon entrée. Il y a 2 semaines, on a mangé un petit peu de crabe et j'ai jeté les carapaces dans mon bac à compost. Grave erreur, j'aurais dû m'en douter, que les ratons se passeraient le mot. Je pense qu'il y a eu une orgie dans mon bac, rien de moins. Et les avez-vous déjà entendu se battre, ces bêtes-là? Non? C'est l'autre nuit. Oui. OK. Ça fait du barda? Du barda, tu dis? Je me suis réveillé en sursaut. Je pensais que mon voisin était en train de passer sa tondeuse sur ma galerie en dessous de la chambre. Ça fait un vacarme de genre de moteur qui s'étouffe. Un cri strident. C'est terrifiant comme bruit des ratons qui se battent. Bref, moi, honnêtement, là, je suis rendu à un point où j'ai envie de tirer mon compost directement dans mon entrée le soir en arrivant, plutôt que de le mettre dans le bac. Tant qu'à me faire renverser le bac à chaque nuit, aussi bien leur servir ça sur un plateau d'argent tout de suite, sauver du temps et préserver mon bac. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30 dès le 9 avril sur Nouveau et sur Crave. Balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Vous savez, quand on commence à triper sur Survivor, c'est un peu comme rentrer dans une secte. Hein? Mais une secte le fun, là. Pas une secte qui va finir par vous couper du monde, vous faire vivre des mensonges puis de la manipulation, vous priver de sommeil. Ouais, quoi que... Contrairement aux joueurs, peut-être? mais là, on arrive à la fin de l'année scolaire et je reçois plusieurs demandes par semaine pour faire des vidéos pour des classes, pour des écoles, des camps de jour qui organisent des activités ayant comme thématique Survivor. Puis j'en fais le plus possible parce que ça me fait vraiment triper que ce jeu-là, qui est mon jeu préf depuis plus de 25 ans, inspire les gens, jeunes et moins jeunes. Fait que je sors ma voix de conseil de tribu, je m'installe devant mon téléphone, je me filme du mieux que je peux, puis ça me fait vraiment, sincèrement, très plaisir. Mais la semaine passée, j'ai reçu un message qui était moins léger. C'était pour une dame, une grande fan de l'émission, femme qui suit chaque épisode avec une passion débordante, mais qui, contrairement à nous, n'aura pas le temps de voir la finale parce qu'elle est en fin de vie et elle a demandé l'aide médicale à mourir. Pouf! Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui s'apprête à éteindre son propre flambeau? Il n'y a pas si longtemps, Marie-Josée, tu racontais que pour bien des gens en fin de vie, les quotidiennes comme Indéfendables ou Anti-Gang, c'est plus que de la télé parce que c'est ce qui les garde accrochés à demain. Puis on a aussi entendu cette histoire incroyable de Denis Villeneuve ou peut-être sa conjointe Tania, mais qui serait allé voir un homme en soins palliatifs avec son laptop pour y montrer Dune 2 avant tout le monde parce que l'homme avait peur de mourir avant la sortie du film. Mais quand j'ai eu la demande de cette dame-là, j'ai tout de suite compris son souhait. Tu comprends? Elle voulait savoir, elle voulait que je lui dise c'est qui la dernière survivante ou le dernier survivant qui part avec les 100 000 piastres. Puis là, j'ai eu un dilemme excessivement déchirant parce que moi, j'avais envie d'y dire, mais je ne peux pas. J'ai pas le droit. C'est légal. C'est beaucoup plus gros que moi. Puis je sais que ça a l'air complètement niaiseux, mais imaginez 2 secondes, je fais une vidéo à cette dame-là, quelqu'un tombe dessus, ça se transfère, ça finit ses réseaux sociaux et je scrape la finale pour tout le Québec. Je suis poursuivi par les détenteurs des droits, vous comprenez? Puis je vous le raconte, là, j'ai l'air d'être cheap dans ma propre tête. Je me dis, voyons, Pat, la dame s'en va, faisait au moins ce cadeau-là. Mais la réalité, elle est technique. Une vidéo, ça voyage. Je pouvais pas prendre le risque de briser la magie pour des milliers de gens, même pour une cause aussi noble. Pogne ton char, direct dans l'oreille. T'as raison, j'aurais peut-être dû le faire comme ça. Mais je me suis donc... C'est toute une demande. C'est complètement fou. Donc, je me suis installé devant mon téléphone et pour une des rares fois dans ma vie,
j'ai figé devant une lentille. Quel ton tu prends quand tu parles à quelqu'un qui s'apprête à quitter la planète? Est-ce que je dois être le Patrice Bélanger avec mon énergie habituelle parce que c'est ça qui lui ferait du bien, c'est ça qu'elle a envie de voir puis entendre? Ou est-ce que je dois être un petit peu plus empathique et un petit peu plus posé? Puis pas besoin de vous dire que j'étais bouleversé et ébranlé parce que, vous le savez, ça fait direct dans ma plus grande peur, celle de la fin. Et là, je parle pas de la fin de Survivor, mais je parle de la fin de la vie. Fait que j'ai fini par peser sur le piton rouge, enregistré, puis j'ai essayé de trouver un juste milieu. J'ai fait une prise. C'était un mélange, je pense, de compassion et de cette étincelle qu'elle aimait de l'émission. J'ai évidemment pas nommé le nom du gagnant ou de la gagnante parce que je ne pouvais pas, je le répète, ça me déchire, mais j'ai dit que ça allait bien se terminer, puis qu'elle pouvait partir en paix, que le dénouement allait être à la hauteur de sa passion, mais surtout que elle, cette dame, avait un parcours digne de la victoire et qu'elle était l'inspiration ultime pour ses proches. Elle capotait sur Simon, un de nos joueurs cette année. Donc, j'ai un peu parlé de lui. Je lui ai dit à quel point c'était un humain exceptionnel, au-delà du jeu pour le temps que j'ai eu à le croiser. Puis j'ai essayé de lui transférer un peu de la force qu'on voit chez nos candidats, mais cette fois-ci pour son propre grand voyage. Ça m'a vraiment profondément touché et je suis encore très ému à vous le raconter ici ce matin. Et je la connais pas, cette dame-là. Puis tu sais, on fait de la télé ou de la radio. Ici, on pense que c'est un divertissement, que c'est juste un jeu. Mais pour cette dame-là, Survivor, c'était peut-être ses dernières émotions fortes, ses derniers moments d'indignation ou de joie devant un écran. Puis là, on appelle ça Survivor, le survivant. On met des gens sur une île pour tester leurs limites. Mais la vraie survivante, c'était elle. C'est elle qui affrontait l'ultime conseil de tribu avec une dignité qui me jette par terre. Donc, j'espère vraiment en toute humilité que mon message lui a fait un petit peu de bien. J'espère qu'elle a senti que même si je ne lui ai pas révélé le fameux scoop, elle faisait partie de cette grande famille de Survivor. Donc, ce soir, quand vous allez écouter l'émission, confortablement assis dans votre sofa avec votre sac de chips, ayez peut-être une petite pensée pour elle. Parce qu'au fond, l'important, c'est pas juste de savoir qui gagne à la fin. C'est d'avoir eu du plaisir à regarder le feu brûler ensemble et profiter de chaque instant. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Je pars ça avec un aveu. Je suis allé voir Michael, le biopic sur Michael Jackson. Bon, là, je sais, vous allez me le dire. Voyons, Pat, tout le monde dit que c'est trop long, que c'est complaisant, voire que c'est un navet. Bon, écoutez bien, les critiques ont le droit de faire leur travail. Moi, j'ai le droit d'avoir aimé ça. OK, là? Parce qu'avant de vous parler du film, il faut que je vous confesse quelque chose. Michael Jackson, c'est ma première grande passion à vie. Puis quand je dis passion, je parle pas juste d'écouter la cassette de Thriller ou de Bad en boucle, là. Je parle d'un investissement total. Moi, j'avais une grand-mère, je vous ai souvent parlé d'elle, là, ma grand-mère folle. Ah oui. Ben, elle a fait au moins une chose de bon pour moi dans ma vie, et c'est d'avoir compris cette obsession-là quand j'avais 4-5 ans. Elle m'avait tricoté des pantoufles en Fantex spéciales noires et blanches. Pourquoi? Pour que je puisse faire le moonwalk sur toutes les surfaces possibles de la maison. Sur le plancher de bois, sur le prolard de la cuisine et surtout sur le béton du sous-sol pas fini. Moi, j'étais un véritable danger public du glissement parce que pendant une période de ma vie, je pense que j'ai fait plus de pas reculons que vers l'avant. Pendant 5-6 ans, mon costume d'Halloween a été le même. Pantalon noir trop court, bas blanc, évidemment, et des paillettes partout, sur le gant, la veste sans manches, le T-shirt. Ma grand-mère folle m'avait transformé en mini-roi de la pop. J'avais le chapeau, j'avais le déhanché, j'avais les qui sortent. Oui, mais il est malade un peu, mais d'habitude, il est là tout le temps. T'avais un maquillage? J'ai déjà porté un petit peu de blackface, autre temps, autre mœurs, malheureusement. Donc, je connais mon Michael par cœur. Je sais comment sa main se place, comment sa tête bouge, quelle face il fait quand il danse. Bref, un fan. Ça en était presque inquiétant, il faut que je l'admette. Alors, j'étais le client le plus difficile au monde pour ce film-là. Et pourtant, j'ai été renversé. Ce qui m'a jeté à terre, c'est l'interprétation de Jafar Jackson. Si vous le savez pas encore, c'est le neveu de Michael Jackson, donc le fils de Jermaine, qui était dans les Jackson 5. Puis on parle pas juste d'un acteur qui imite ou reproduit ce que Michael fait. On parle littéralement d'ADN. Ben oui. Et à certains moments, je me suis dit, donc c'est du deep fake tellement il est
parfait. Ah ouais. La voix, le timbre, son petit sourire, sa manière de se lécher les lèvres pour avoir vu nombre d'entrevues de Michael Jackson à toutes les époques de sa vie. La petite fragilité dans le regard, c'est hallucinant comment il est parfait. Je suis tombé dans un vortex sur YouTube après le film. Il y a des vidéos qui comparent les performances de Jafar dans le film avec les originales de Michael, côte à côte, et c'est du copier-coller chirurgical. Et la voix. Quand vous voyez, si jamais vous allez voir le film en studio, Michael a interprété et enregistré ses chansons, c'est Jafar Jackson chante pour vrai? qui chante. Et quand vous le voyez en spectacle, c'est un mélange hybride des deux, c'est-à-dire la voix originale de Michael et celle de Jafar qui chante par-dessus les trames originales de Michael qu'ils ont mixées. Et le résultat est d'une puissance incroyable. On retrouve le génie créatif, le showman hors pair qui a inventé une façon de bouger que personne n'a réussi à égaler jusqu'à son neveu dans le film. Mais là, on arrive à l'éléphant dans la pièce. Ouais. Michael Jackson, c'est aussi la controverse. Ce sont des accusations d'agression sexuelle sur des enfants. Comme on dit, c'est un peu moins le fun, ce bout-là. Et le film a fait un choix. Il s'arrête en 1988, juste après la sortie de l'album Bad. Donc, techniquement, les accusations publiques n'avaient pas commencé. Donc, le film montre le génie, mais il montre aussi la victime qu'est Michael. Parce qu'on voit l'impact dévastateur de son père, Joseph Jackson, homme menaçant qui a volé l'enfance de ses fils, dont Michael. Et on comprend que Michael, c'était un adulte, évidemment, dans la vie, mais que dans sa tête, c'est encore le petit gars qui a jamais eu le droit de jouer. Ouais. Et Neverland, ce qui était son refuge, parfois un peu inquiétant vu de l'extérieur, c'était son Peter Pan en lui qui essayait de recréer un monde imaginaire avec des animaux, des manèges, parce qu'il comprenait pas le monde des humains. Et le film nous pose une question déchirante. Est-ce que c'est de sa faute s'il a été dénaturé par un père abusif? Et là, je me suis posé la grande question, celle qui nous divise tous. Est-ce qu'on a le droit de triper sur cette œuvre-là? Est-ce qu'on peut encore aimer l'œuvre quand l'humain est entaché par des horreurs présumées? Est-ce que je suis niaiseux de peut-être même vous dire, hey, allez voir le film pour peut-être connaître, alors qu'on connaît, la suite de l'histoire? Moi, ce que je sais, c'est qu'en sortant du cinéma, j'étais mêlé, chamboulé, parce que j'ai vu un film sur la solitude extrême d'un génie, littéralement, qui avait pour seuls amis un chimpanzé puis une girafe, parce qu'il avait peur des gens. J'ai vu un film sur l'impact du trauma d'enfance qui prend beaucoup plus de place qu'on peut penser. Puis on peut juger là, mais on doit le faire. Mais on peut pas non plus nier que cet homme-là a changé la face de la musique pour toujours. Alors oui, le film est peut-être un peu long. Oui, il évacue les années sombres en s'arrêtant en 1988, ce qui laisse présager une suite, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, le film finit sur « And his story continues Okay. ». Mais pour la performance de Jafar Jackson, pour comprendre d'où venait cette douleur qui se transformait en magie sur scène, je pense que ça vaut le détour. Je suis sorti de là avec une envie folle d'en mettre des pantoufles en Fantex, ne serait-ce qu'un petit soir, pour me souvenir du petit gars qui croyait que tout était possible en glissant sur le plancher de béton. Alors bref, allez voir si ça vous tente et faites-vous votre propre idée. Très beau. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.